Alfred Hitchcock est un monstre sacré du 7e art. Alfred Hitchcock est probablement le plus grand réalisateur du cinéma anglophone. Il pensait en images. Il cherchait toujours à sortir des sentiers battus. Pour moi, c'est un des 5 ou 6 plus grands cinéastes de tous les temps. Personne d'autre que lui n'a su faire des films transpirant le cinéma. Soit on faisait des films, soit on faisait du cinéma. Lui, il faisait les deux. Il a été un pionnier du cinéma dans le sens où il a inventé cette relation entre les images et le public. Il a défini cette notion de divertissement. Alfred Joseph Hitchcock est né en 1899 à Leytonstone, un quartier du nord-est de Londres. Son père était épicier et tenait une boutique à Leytonstone. La famille vivait au-dessus du magasin. Les livraisons se faisaient en carriole jusqu'à Covent Garden. Dès son jeune âge, Alfred Hitchcock s'est imprégné de l'ambiance londonienne. Il grandit dans une famille aux origines irlandaises et profondément catholique. Une des premières choses qui ait forgé son caractère, c'est la fois où son père l'a envoyé au poste de police du quartier avec une note qui demandait à ce qu'on enferme son fils dans une cellule pendant 10 minutes. À sa sortie, le policier lui a dit « Voilà ce qu'on réserve aux gens mauvais ». C'est un bambin de 5 ou 6 ans que son père envoie à la police avec une note demandant qu'on le place en cellule un moment pour qu'il comprenne ce que ça fait. Plus tard, on a eu droit à nombre d'anecdotes, souvent de la part d'Hitchcock lui-même, pour expliquer que c'était là qu'était née sa hantise de l'autorité et du pouvoir de la police sur la vie des gens. Une peur qui ne l'a plus jamais quitté. Alfred Hitchcock fréquente une école jésuite jusqu'à ses 13 ans avant d'entamer des études d'ingénieur. Mais à la mort soudaine de son père en 1914, au début de la guerre, il est obligé de trouver un travail pour soutenir sa famille et se fait embaucher dans une compagnie de télégraphe. C'est à cette époque qu'il découvre et tombe amoureux de l'industrie du cinéma, alors balbutiante. Jeune, il est déjà féru de cinéma. Tout commence avec le théâtre, en fait. Il y va seul, en solitaire. Il fréquente assidûment les théâtres et ça l'inspire. Il a filmé beaucoup de pièces dans sa carrière. Il adore le théâtre, d'ailleurs très présent dans ses longs métrages. Dès l'émergence du cinéma, il s'est passionné pour ce nouveau mode d'expression. C'est comme une révélation pour lui. Il adore les comédies de Charlie Chaplin et Buster Keaton. Il se nourrit du cinéma muet, qui sera à la base de son inspiration. En 1919, on lui offre sa première chance quand la Paramount Pictures établit une filiale de production à Londres et l'embauche. Il s'est fait remarquer en proposant des habillages d'intertitres. Au sein de ce nouveau studio, il a l'occasion de s'essayer à toutes les techniques qui constituent le cinéma muet. Hitchcock a d'abord officié à la création d'intertitres. La plupart sont introuvables aujourd'hui. C'est normal puisque ce sont des films très anciens, muets et un peu produits à la chaîne. Mais c'est comme ça qu'il s'est fait la main. Il a vraiment commencé tout en bas de l'échelle. Mais tout de suite, Fritz Lang et ses pairs ont exercé une véritable fascination sur lui. C'étaient des noms réputés en Allemagne, où on les considérait comme des génies. Sa plus grande influence initiale, ce sont les expressionnistes allemands. Je pense notamment à ce studio berlinois, UFA, où il a eu la chance de travailler très tôt dans sa carrière au contact de Fritz Lang. Il a déclaré que l'expressionnisme allemand était un modèle pour lui. Il a officié comme assistant réalisateur et scénariste. Mais ses patrons ont rapidement décidé qu'ils voulaient lui confier la réalisation du Jardin du plaisir, un de ses tout premiers films. Son premier film en tant que réalisateur s'intitule Le Jardin du plaisir. Et dedans, on perçoit déjà ce qu'Hitchcock va devenir, ce qui est assez extraordinaire. On ressent déjà l'influence du studio allemand dont est issu Fritz Lang.
Son style est expressionniste, lugubre et joue beaucoup sur les ombres. Et puis on note la présence d'une actrice blonde, un élément précurseur de la légendaire blonde hitchcockienne, la demoiselle en détresse. La première s'appelle Patsy. Donc, certaines bases de son cinéma sont déjà là, avec cette histoire de meurtre et d'erreur d'identité. C'est durant sa carrière naissante qu'il fait la rencontre d'une jeune femme talentueuse, Alma Reville, une scénariste et monteuse de cinéma. Ils se marient en 1926 et ne cesseront de collaborer durant toute leur carrière respective. Un an plus tard, le couple prometteur se fait définitivement remarquer avec un film troublant intitulé « Les cheveux d'or ». On a coutume de dire que le véritable premier film d'Hitchcock est Les cheveux d'or. Ivor Novello joue dedans. C'est une grande star à l'époque. Hitchcock se fait un nom, car ce film remporte un franc succès. Quel film incroyable! Aujourd'hui encore, il dégage un avant-gardisme troublant pour un film réalisé si tôt dans l'histoire du cinéma. C'est l'adaptation d'un roman basé sur les théories autour de l'identité de Jack l'Éventreur. Hitchcock est fasciné par ce mythe moderne qui est encore d'actualité à Londres quand il réalise son film. Après tout, le vrai Jack l'Éventreur a commis ces terribles meurtres seulement 30 ans auparavant. Les cheveux d'or racontent l'arrivée d'un inquiétant locataire dans une famille. L'intrigue présente déjà un certain nombre de ressorts hitchcockiens et une précocité assez remarquable pour ce qui est de créer une atmosphère et offrir une composition d'images très personnelle. Alfred Hitchcock espère rééditer le succès des Cheveux d'or en réalisant Le Ring, un film sur la boxe. Le jeune réalisateur assiste à de nombreux combats à Londres et relève certaines traditions étranges, comme celle consistant à arroser les boxeurs de champagne entre les rounds. Hitchcock est un habitant de l'East End, alors il adore la boxe. Ça fait partie de la culture de ce quartier populaire. Il assistait régulièrement à des combats, alors il a décidé de réaliser Le Ring, un film sur la boxe. C'est le seul et unique film sur le sport qu'il réalisa. C'était un grand amateur de boxe, sûrement parce qu'il voyait dans le noble art une autre grande forme de spectacle. Je pense qu'il a eu envie de trouver comment montrer la dynamique du sport. C'était un défi cinématographique de trouver comment inviter une caméra sur un ring et représenter la violence des coups. Il a aimé réaliser ce film fantastique et somme toute d'excellente facture. Les séquences de combat sont d'une brutalité inouïe et la critique a apprécié Le Ring, même si le succès commercial n'a pas été au rendez-vous. Le film n'a rien rapporté. La critique l'a aimé, mais personne n'est allé le voir. Et pour Hitchcock, comme le reste de sa carrière va le démontrer, ce n'est pas ça le cinéma. Il se fiche des critiques et de leur avis. Pour lui, ce qui est important, c'est que les spectateurs aillent voir ses films et qu'ils rapportent de l'argent. C'est pour ça qu'il n'a plus jamais retourné un film sur le sport. Le réalisateur enchaîne les projets tel un staccanoviste. Après ses boxeurs arrosés de vin mousseux, il réalise une comédie intitulée Champagne, avant de retrouver son acteur des cheveux d'or, Ivor Novello, pour le film Downhill, un drame sulfureux. C'est en 1929 qu'il aborde le cinéma parlant avec Chantage. I mean, it's one thing to buy chocolates out of ours, but it's quite another to stick a knife into a gentleman. I must say I feel the same way about that too. A good, clean, honest whack over the head with a brick is one thing. There's something British about that. Il s'est tout de suite converti au cinéma parlant. La technologie le passionnait. D'ailleurs, il disait que le problème du muet, c'était qu'on voyait les lèvres des personnages bouger, mais qu'on n'entendait pas leur voix. Le cinéma parlant l'attire beaucoup. Et le film Chantage reste à ce jour le tout premier film parlant britannique, juste après Le chanteur de jazz en Amérique. Du côté de son employeur, l'idée était de tourner quelques scènes parlantes, juste pour tâter le terrain. Peu de salles de cinéma de l'époque étaient équipées pour le parlant. On était encore en pleine transition. Mais Hitchcock s'en fichait. Il a réalisé une version entièrement parlante de son film et tourna définitivement la page du muet. Son premier film parlant, Chantage, remporte un vif succès. Mais par la suite,
Alfred Hitchcock traverse la période la plus noire de sa toute jeune carrière et enchaîne plusieurs échecs commerciaux cuisants. Après le succès tonitruant de Chantage, il a connu un vrai coup d'arrêt. C'est un peu comme s'il tâtonnait pour trouver quel type de projet lui conviendrait le mieux. Il enchaîne les échecs, alors il patiente, en attendant qu'un prochain film charnière puisse le faire entrer dans une autre dimension. Avec L'homme qui en savait trop, la carrière d'Hitchcock redémarre. Private at North End, the sharpshooter. Nice to see you again, Mr. Lawrence. Thank you. Nice to see you. Ce film a fait un véritable carton. Avec lui, il n'est plus un simple réalisateur. Il devient Hitchcock. C'est le film qui lance ce que j'appelle la période britannique faste d'Hitchcock, avec tous ses films en noir et blanc. Il a l'idée de faire venir Peter Lorre, qui a crevé l'écran dans M le maudit. Hitchcock et lui se sont rencontrés en Allemagne et c'est une chance pour le réalisateur de travailler avec un acteur qu'il admire. C'est une part non négligeable de son succès parce que M le maudit a fait de Peter Lorre une immense star. Et sa présence a certainement aidé à faire du film un succès immédiat. La critique déclare que L'homme qui en savait trop marque le grand retour d'Alfred Hitchcock sur le devant de la scène. Mais c'est son film suivant qui lui procure une stature de cinéaste international. Avec L'homme qui en savait trop, il se fait un nom dans le milieu du cinéma. Mais le film qui le rend célèbre partout et pour toujours, c'est Les 39 marches. Il adapte le roman d'espionnage de John Buchan avec une distribution impeccable, comprenant Robert Donat et Madeleine Carroll. L'histoire dispose de tout ce qu'il aime. Un train, un duo improbable forcé de collaborer malgré un profond mépris réciproque. Il adore ce genre d'interaction entre ses personnages et ce type de décor. On a un homme que la police traque parce qu'elle l'accuse à tort de meurtre et qu'il cherche à se disculper. Il y a une histoire d'amour pleine de tensions. Et il y a le personnage de Monsieur Mémoire, avec son spectacle musical aussi génial que déroutant qui ouvre le film. Sûrement un clin d'œil aux heures qu'Hitchcock a passées au théâtre. I also add, ladies and gentlemen, before retiring, that Mr. Memory has left his brain to the British Museum. L'histoire a un côté très britannique, et certains craignaient que le film fasse un four à New York, mais loin de là. Les critiques ont été dithyrambiques des deux côtés de l'Atlantique, et tout à coup, les producteurs hollywoodiens se sont penchés sur le cas Alfred Hitchcock. Le réalisateur enchaîne avec 2 autres films d'espionnage. 4 de l'espionnage, puis Agent secret. Ils sont très bien accueillis, mais sans commune mesure avec le succès des 39 marches. That would have been awfully nice. What a pity. Well, of course, it can't be helped. Il réalise ensuite un film policier en 1937, Jeune et innocent. Mais c'est avec le suivant, Une femme disparaît, qu'il parvient à captiver totalement son public. L'histoire se déroule dans un train qui traverse l'Europe, à l'époque où les tensions commencent à lézarder le vieux continent. There, there. You'll be all right in a minute. Just take everything quiet. Put some of this eau de cologne on your head. Avec ce film, tout à coup, sa petite tambouille cinématographique fonctionne de nouveau à merveille. Le scénario est sublime et contient tout ce qu'il sait faire de mieux. L'Europe, son contexte politique inquiétant, ses sociétés secrètes et ses espions dont on ne sait dire dans quel camp ils sont. On se laisse entraîner dans la paranoïa ambiante. Et bien sûr, tout se passe à bord d'un train. Une femme disparaît est un pur thriller ferroviaire. Il le réalise en 1938 et le risque imminent de guerre mondiale imprègne chaque seconde de l'histoire et du film. Les voyageurs du train sont tous des citoyens britanniques qui entreprennent une traversée des Balkans. I know who those women were. Possibly Americans, I should think. You know, almighty dollar man. I suppose we'd have to wait here. If only we hadn't missed that train at Budapest. Well, I don't want to rub it in.
If you hadn't insisted on standing up until they'd finished their national anthem... Yes, but you must show respect, Caldecott. Of course, if I'd known it was going to last 20 minutes. L'histoire s'inspire d'une expérience vécue par Agatha Christie à bord d'un train et qui lui a inspiré son célèbre roman Le Crime de l'Orient Express. Une tempête de neige durant le trajet avait fait penser que la romancière avait disparu. Mais pas du tout. Elle a refait surface et poursuivi sa carrière. Mais l'idée a plu à Hitchcock. Une célébrité monte dans un train et disparaît. Il en a fait le ressort central de son mystère. No, we've got to find her. Something's happening to her. Stop the train. Listen, everybody, there's a woman on this train, Miss Froy. Some of you must have seen her. They're hiding her somewhere. I appeal to you, all of you, to stop the train. On retrouve un des décors de prédilection d'Hitchcock, l'univers confiné. Des personnages aux antipodes les uns des autres se retrouvent piégés ensemble dans un train qui se déplace. C'est le décor idéal pour lui. Le réalisateur est très sollicité par les producteurs d'Hollywood, notamment Samuel Goldwyn et David Selznick. C'est ce dernier qui fait la meilleure offre et convainc Hitchcock et sa famille de s'installer en Californie pour rejoindre la fabrique des rêves. Le réalisateur tourne un dernier film avant son départ, La Taverne de la Jamaïque. Malgré un scénario taillé pour lui, l'expérience s'avère une profonde déception. Avant de partir et d'aller poser ses valises sous le soleil de Los Angeles, son contrat stipulait qu'il avait encore un film à livrer à son employeur londonien. Il décide d'adapter le roman de Daphné du Maurier. C'est une sorte de conte historique sur fond de piraterie. Charles Laughton devait jouer le premier rôle, celui d'un juge peu recommandable dans un lieu rongé par la corruption. Pengallen. Thank you. Might have asked you to drink the health of His brand new Majesty, George IV, but I forgot. The fact is I haven't been on speaking terms for years with a fat fool. C'est apparemment à cause de Charles Laughton que ce film a tourné au vinaigre. Hitchcock avait choisi de tourner avec un acteur prestigieux, mais il va devoir partager le statut de producteur avec Charles Laughton, lequel va constamment lui mettre des bâtons dans les roues. Malgré cette expérience particulièrement amère, le réalisateur choisit d'adapter un autre roman de Daphné du Maurier pour son tout premier film hollywoodien, produit par David Selznick. Il connaît très bien la clé du Jardin du Plaisir sur le père de la romancière. Mais lorsqu'il négocie l'acquisition des droits d'adaptation de Rebecca, Daphné du Maurier se montre très réticente à cause du fiasco de La Taverne de la Jamaïque. Elle est peu disposée à lui confier l'adaptation d'une autre de ses œuvres. Après de longues négociations, un accord est finalement trouvé, et Rebecca s'est révélée un film aussi brillant que La Taverne de la Jamaïque fut un échec. La distribution est parfaite, avec Joan Fontaine, Laurence Olivier et George Sanders. Que demander de mieux? I can't ever remember enjoying swimming in England till June, can you? The water's so warm here that I could stay in all day. There's a dangerous undertow. There's a man drowned here last year. I never have any fear of drowning, have you? Come, I'll take you home. Le film fait un tabac. Avec son esthétique et cette ambiance, on pourrait presque le qualifier de premier film noir, vu son usage de la lumière et du danger. C'est son premier film hollywoodien, mais il garde une tonalité résolument britannique. On voit encore qu'Hitchcock est un réalisateur anglais et pas américain. Rebecca remporte un succès immense et décroche même l'Oscar du meilleur film. Mais la Seconde Guerre mondiale vient d'éclater et Alfred Hitchcock vit mal le fait d'être loin de son pays natal frappé par ce fléau. Avec son film suivant, Correspondant 17, il s'attache à rappeler clairement qu'il soutient l'effort de guerre de sa nation. Europe about to blow up and all I can get out of my foreign staff is a daily guessing game. I want some facts, Mr. Bradley. For instance? Any kind of facts.
Il réalise Correspondant 17 avec énormément d'enthousiasme, parce qu'il estime qu'il ne devrait pas être en train de se pavaner à Hollywood alors que la guerre fait rage chez lui. Tout le monde était rentré au pays. Laurence Olivier, David Niven, Robert Donat, ils sont tous repartis. Alfred Hitchcock, lui, était coincé par son contrat. Alors il lui a fallu trouver un moyen d'alléger ce sentiment de culpabilité et de participer activement à l'effort de guerre. Excuse me. May I have your picture, Mr. Van Meer? Thank you. D'une certaine manière, Correspondant 17 est sa façon de rassurer tout le monde quant à sa loyauté patriotique. Et dans un sens, il essaie aussi d'y convaincre l'Amérique de rejoindre la guerre. Après son film très ancré dans la réalité historique, il se tourne vers des choses plus légères, avec la comédie loufoque Joie matrimoniale. Mais l'appel du film à suspense est trop fort, et il y revient vite avec soupçon. C'est à cette occasion qu'il va rencontrer l'acteur vedette qu'il a tant cherché. C'est en 1941 qu'Alfred Hitchcock réalise Soupçon. Ce film marque surtout la première collaboration entre Hitchcock et Cary Grant, avec lequel il tournera plus qu'avec tout autre acteur masculin. Ce que Hitchcock a été le premier à déceler chez Cary Grant, c'est ce côté profondément charmant, mais lugubre sur les bords. C'est le seul réalisateur à avoir su exploiter cette facette de l'acteur vedette. C'est assez osé parce qu'à l'époque, Cary Grant est extrêmement célèbre pour son statut d'acteur romantique. Hitchcock choisit de lui faire camper un meurtrier potentiel, un séducteur qui épouse une jeune héritière fragile, qui finit par se convaincre que son prince charmant cherche à la tuer. On a droit à une mise en scène hitchcockienne grandiose, quand Cary Grant gravit cet escalier circulaire, un plateau à la main, avec dessus ce verre de lait possiblement empoisonné. En termes de suspense, c'est du pur génie. Son petit secret, c'est d'avoir trouvé le moyen d'insérer une source de lumière dans le verre, pour donner cet aspect luisant au lait, juste ce qu'il faut pour que ce soit inquiétant. Il force le spectateur à se triturer le cerveau. Pour son film suivant, 5e colonne, il tourne la scène finale au sommet de la Statue de la Liberté. Il va répéter plusieurs petites manies durant toute sa carrière, comme ses célèbres apparitions furtives dans ses films ou ses scènes clés tournées sur de grands monuments. L'ombre d'un doute sort en 1943. Le réalisateur avouera plus tard que c'est son préféré de toute sa filmographie. Dans le film L'ombre d'un doute, Teresa Wright joue une jeune femme soupçonnant son charmant oncle, campé par l'impeccable Joseph Cotton, d'être un tueur en série qui s'en prend à des veuves richissimes. You see them in the hotels, the best hotels every day by the thousands. Drinking the money, eating the money, losing the money at bridge, playing all day and all night, smelling of money. Proud of their jewelry, but of nothing else. Horrible. Faded, fat, greedy women. But they're alive, they're human beings. Are they? Je comprends pourquoi il le considérait comme son meilleur film. On y retrouve tous ces thèmes fétiches, notamment le fait que le mal vit parfois juste à côté de chez soi. Ce n'est pas forcément un fléau digne de l'Allemagne nazie. Ça peut venir de la maison d'à côté. Alors, de ce point de vue, L'ombre d'un doute est forcément éternelle et incontournable parce qu'il est essentiel pour comprendre qui est Hitchcock. C'est un film qu'il voulait absolument tourner. C'est très sombre, particulièrement vicieux. L'idée du film, c'est que vous aurez beau être une personne bonne et innocente, le mal pourrait bien l'emporter sur vous. L'intrigue et la morale de l'histoire sont très difficiles à accepter. En 1944, le réalisateur décide de se mettre en danger. Il travaille d'abord avec le romancier John Steinbeck pour Lifeboat,
qui se déroule entièrement à bord d'un radeau de sauvetage perdu en mer durant la guerre. Puis il collabore avec Salvador Dali pour La Maison du Dr Edwards, avec Gregory Peck. David Selznick était un féru de psychanalyse et rêvait de produire un film sur ce thème. C'est pour cette raison qu'il a confié ce projet à Hitchcock, qui s'intéressait lui-même au sujet. Ils ont eu l'excellente idée de choisir Gregory Peck et Ingrid Bergman, mais surtout de demander à Salvador Dali de concevoir la séquence surréaliste du rêve. Salvador Dali, côté excentricité, il n'avait rien à envier à Hitchcock, avec lequel il s'est très bien entendu d'ailleurs. Il en résulte cette scène onirique mémorable. I can't make out just what sort of a place it was. It seemed to be a gambling house. But there weren't any walls, just a lot of curtains with eyes painted on them. A man was walking around with a large pair of scissors cutting all the drapes in half. Après la fin de la guerre, Alfred Hitchcock retrouve Cary Grant et Ingrid Bergman pour un de ses chefs-d'œuvre d'espionnage, Les Enchaînés. Les Enchaînés, c'est l'exemple parfait du talent d'Hitchcock pour choisir ses acteurs. Quelle distribution de rêve! Il a parfois considéré les acteurs comme du bétail, mais en l'occurrence, c'était du premier choix. Les Enchaînés surpassent soupçon, voire même les 39 marches, car il est son plus beau film d'amour. L'histoire d'amour qu'il raconte est aussi importante, voire plus essentielle que l'intrigue d'espionnage. En 1947, le réalisateur s'essaye au drame judiciaire avec le procès Paradine, avant de s'atteler à un projet ambitieux, La Corde, avec James Stewart. C'est sa première œuvre en couleur et pour pimenter un peu plus le jeu, le cinéaste décide que le film sera une série de longs plans séquences qui demanderont d'interminables réglages en plateau. I'm in quite an embarrassing position. How do you mean? Well, I seem to be the only one having a good time. La Corde est sa première réalisation après la fin du long contrat qui le liait à David Selznick et qui, de son propre aveu, était assez contraignant. Cette fois, il a des parts dans la société qui produit son film et une liberté totale sur son œuvre, liberté dont il ne se prive pas. L'idée de départ, c'est de réaliser un seul plan séquence. En réalité, il y a une dizaine de plans séquences allant de 4 à 10 minutes et dont il dissimule très astucieusement l'agencement au montage, à l'aide de travelling passant derrière un meuble, par exemple. Pour tenir une mise en scène aussi complexe, il a besoin d'une intrigue relativement basique. Alors, il s'inspire de l'affaire Léopold et Loeb, du nom de ces deux jeunes étudiants qui pensaient avoir commis le meurtre parfait. L'histoire raconte comment deux jeunes intellectuels assassinent une connaissance et cachent son corps dans un appartement, persuadés qu'on ne remontera jamais jusqu'à eux pour ce crime sans mobile. Of course, he was a Harvard undergraduate. That might make it justifiable homicide. Le cinéaste reprend certains artifices de La Corde dans Les Amants du Capricorne et Le Grand Alibi. En 1951, il débute une collaboration avec Robert Burks, directeur de la photographie virtuose et capable de concrétiser les trouvailles visuelles dont Alfred Hitchcock rêve depuis toujours. On leur doit le chef-d'œuvre sombre de L'Inconnu du Nord Express. Well, you don't seem very pleased to see me. I brought you a little present. What do you mean? Oh, what's this all about? Recognize them? Hitchcock admirait Robert Burks, qui le lui rendait bien. Les deux hommes étaient tellement sur la même longueur d'onde qu'on pourrait dire que la photo de L'Inconnu du Nord Express est la véritable vedette du film. Burks avait un don rare, celui de deviner à l'avance ce qu'Hitchcock avait en tête. Robert Burks était très doué pour jouer sur le cadre et l'éclairage afin de créer des ambiances.
Hitchcock a recherché durant toute sa carrière à raconter des histoires sans pour autant s'appuyer sur les interprètes. Il réfléchissait aux moyens d'utiliser la couleur ou le cadre pour créer le rebondissement narratif voulu. Alfred Hitchcock veut depuis de nombreuses années réaliser un film sur le catholicisme. Il a enfin l'occasion de le faire en 1953 avec La Loi du silence. Pour son long métrage suivant, Le crime était presque parfait, et il explore à nouveau la technologie moderne avec l'image en 3 dimensions. C'est aussi son premier film avec Grace Kelly, qui jouera dans les 2 films suivants et incarnera à jamais la quintessence de la blonde Hitchcockienne. En 1954, il sort un de ses plus grands chefs-d'œuvre, Fenêtre sur cour. Stella, take those binoculars out of the case and bring them here, will you? Trouble. I can smell it. Glad when they crack that cast and I can get out of here. Il est tellement enchanté du travail de Grace Kelly qu'il lui demande de jouer dans son film suivant, une de ses œuvres maîtresses incontestables, Fenêtre sur cour. Il a écrit le film pour Grace Kelly en s'inspirant directement de la personnalité de l'actrice. Son personnage et elle sont tellement proches que ça frise le portrait documentaire. It's right off the Paris plane. You think it'll sell? Well, that depends on the quote, you know. Let's see, now there's the airplane ticket over and import duties, hidden taxes, profit markup. A steal at $1,100. $1,100? They ought to list that dress on the stock exchange. Il y a tout ce qu'on attend d'un film d'Hitchcock, et surtout, tout ce qu'il attend lui-même d'un de ses films. Ça parle de voyeurisme, d'un personnage coincé chez lui qui passe ses journées à observer la vie des autres. Le film de voyeur par excellence. Un héros blessé est totalement impuissant. Il observe, mais c'est tout ce qu'il peut faire. James Stewart l'incarne à merveille, car c'est toujours ce qu'Hitchcock lui a demandé de faire. Alors, il épie Miss Torso, qui danse chez elle en tenue légère, ou Miss Cœur solitaire, qui prépare un dîner et qui dresse une table pour 2 alors qu'elle ne reçoit personne. Sans oublier cet homme profondément inquiétant qui semble sur le point de commettre un acte malfaisant. Après le succès de Fenêtre sur cour, le cinéaste associe Grace Kelly à son acteur fétiche Cary Grant en 1955 pour La main au collet. You never mention your wife. Never found the time to get married. You don't seem to be pushed for time now. Or did you just come over to add interesting items to your diary? Like the name and description of that French girl you swam out to meet. You are husband hunting after all. That wasn't jealousy you heard working. Merely disappointment in your limited imagination. Fenêtre sur cour est un film formidable à bien des égards. Alors que La main au collet est superbe, mais garde ce petit côté vacances de rêve. Oh, lovely day. Have you ever seen any place in the world more beautiful? Il passe pour moins brillant, parce qu'il n'a pas la profondeur psychologique de son prédécesseur ou d'autres films du cinéaste. Cela nous raconte l'histoire d'un as de la cambriole retiré des affaires, incarné à la perfection par Cary Grant, qui doit reprendre du service pour arrêter un monte en l'air qui limite sur la Côte d'Azur. Chaque scène est tournée dans un lieu absolument somptueux, un vrai carnet de voyage. Vers le milieu des années 1950, Hitchcock est au sommet de son art et enchaîne les succès au box-office. C'est incontestablement le réalisateur le plus célèbre au monde. Mais son coup de maître suivant va marquer Hollywood à jamais. C'est en 1955 qu'Alfred Hitchcock entame sa longue collaboration avec le compositeur Bernard Herrmann. Le duo commence avec la comédie noire « Mais qui a tué Harry ?», avant d'enchaîner avec le remake de L'homme qui en savait trop.
Il tenait beaucoup à refaire L'homme qui en savait trop, parce qu'il rêvait de le revisiter en couleur. Les temps ont changé et il peut à présent recruter n'importe quel interprète de son choix. Et puis l'association de Doris Day et James Stewart lui semble particulièrement intéressante. Doris Day est surtout connue à l'époque comme chanteuse et comédienne légère, mais elle n'a jamais tourné un film vraiment sérieux. Hitchcock lance un défi à l'actrice autant qu'à lui-même, curieux de voir si elle saura faire ce qu'il attend d'elle. When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Une des scènes mémorables du film est celle où elle doit chanter « Que sera, sera » encore et encore. L'idée ne lui plaisait pas du tout, pas plus que la chanson. Que sera, sera, whatever will be, will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. L'ironie du sort, c'est qu'après le succès du film, ça deviendra sa chanson fétiche. En 1956, Alfred Hitchcock décide de tourner un film inspiré d'une véritable histoire d'erreur d'identité avec le faux coupable. Puis, vers la fin de la décennie, il enchaîne 3 des plus grands films de sa carrière, en commençant par Sueur froide. Il a toujours choisi Cary Grant pour jouer des personnages maîtres de leur destin et James Stewart des hommes vulnérables et plutôt instables. Il a traité ces 2 acteurs fétiches très différemment. James Stewart a la jambe cassée dans Fenêtre sur cour, et là, il souffre du vertige. Il incarne un ex-policier qui voit un autre policier chuter d'un toit dans la scène mémorable du travelling contrarié. L'accident le traumatise. Hitchcock cherche à capter ce qu'on ressent quand on a le vertige. Cette sensation que le sol se dérobe sous nos pieds et qu'on est incapable de se repérer dans notre environnement immédiat. Son second réalisateur, Owen Roberts, lui suggère alors l'idée du travelling contrarié. En gros, la caméra opère un travelling arrière, alors que l'objectif, lui, effectue simultanément un zoom avant. Ça produit une sorte de mouvement très troublant, comme un étirement, qui change la perspective du personnage dans son environnement. En 1959, La mort aux trousses sort dans les salles. Le dernier film du réalisateur avec Cary Grant est immédiatement un classique. La mort aux trousses est un de ses films les plus connus et c'est amplement mérité. Il y a un suspense insoutenable. Le film va à 100 à l'heure et Cary Grant dégage une énergie sans pareille. La mort aux trousses n'est peut-être pas aussi profond, rusé, malin ou roublard que Sueur froide. Mais question divertissement, c'est une œuvre remarquable. Il se regarde avec délectation. Cary Grant est absolument parfait dans le rôle de Roger Thornhill, ce patron de société de publicité qui semble évoquer le passé d'Hitchcock. Par un enchaînement de quiproquos et de coïncidences alambiquées, il se retrouve mêlé à une ébouriffante histoire d'espionnage. Well, if we ever get out of this alive, let's go back to New York on the train together, all right? Is that a proposition? It's a proposal, sweetie. What happened to the first 2 marriages? Oh, my wives divorced me. Why? Oh, I think they said I led too dull a life. La scène la plus connue est évidemment celle où Cary Grant descend du bus au beau milieu de l'immensité des champs au Kansas. Il a rendez-vous avec quelqu'un qu'il s'attend à trouver là, mais il n'y a personne. Tout ce qu'on voit, ce sont ces champs qui s'étendent à perte de vue. Comme on est chez Hitchcock, on sait que le danger est imminent, mais on a du mal à déterminer d'où il va venir. On se laisse prendre au piège, et il joue avec nous. Il nous laisse chercher comment le personnage pourrait être en danger au milieu de ce désert, jusqu'à l'apparition de l'avion. Pour son film suivant, le réalisateur prend une direction diamétralement opposée et réalise Psychose. Son pari risqué s'avérera plus que gagnant. Mrs. Bates.
Il a décidé qu'il allait littéralement aller à contre-courant, non seulement de son propre cinéma, mais aussi de ce que Hollywood autorisait. Robert Bloch s'était très librement inspiré de l'histoire d'Ed Gein, le tueur en série, pour écrire son roman. Hitchcock y a trouvé les bons ingrédients pour repousser les limites du cinéma. Le public s'est rendu en masse dans les salles pour voir Psychose, et Hitchcock a pris tout le monde par surprise. Il y a Janet Leigh à l'affiche, une immense vedette à l'époque, alors tout le monde s'attend à la voir porter le film. Les gens s'assoient et grignotent leur pop-corn en la regardant arriver dans le motel de Bates, prendre une chambre, une douche, tout va bien quand tout à coup, elle meurt dès le début du film. Ce coup de théâtre a un impact monumental. Ce film est entré dans l'histoire. On a plus écrit sur la genèse et l'impact de Psychose que sur tout le reste de sa filmographie. Et c'est mérité. Ce film a provoqué un séisme dont l'onde de choc est encore perceptible aujourd'hui. Alfred Hitchcock va choquer le public une nouvelle fois en 1963 avec Les Oiseaux. Là encore, il met une blonde hitchcockienne à l'affiche, sous les traits de l'inoubliable Tippi Hedren. Une fois la tornade Psychose un peu retombée, il réalise Les Oiseaux. Et là, comment dire, le film suscite une controverse totalement différente. On pourrait presque se dire qu'il a réalisé le film Les Oiseaux avec l'idée qu'il était obligé de faire encore plus fort qu'avec le film Psychose, dans le registre de la manipulation du public. Alors il a mis la barre encore plus haut en choisissant d'adapter cette nouvelle de Daphné du Maurier. Ce qui est formidable dans ce film, c'est que cette fois, l'agent maléfique n'est pas d'origine humaine. C'est la nature qui est à l'œuvre et apporte le chaos. Il y a un côté surnaturel. Il adorait cette nouvelle réputée impossible à adapter. Qui aurait été capable de tourner un film avec des nuées d'oiseaux qui s'attaquent à des êtres humains? Eh bien, il a fallu pléthore d'effets spéciaux et d'animaux parfaitement dressés, sans oublier son génie du cinéma. Mais Hitchcock l'a fait. Après ce film, Hitchcock poursuit sa collaboration avec Tippi Hedren dans Pas de printemps pour Marnie, où elle campe une voleuse face à Sean Connery. There's quite a beautiful flower. It's coral-colored with little green-tipped blossoms, rather like a hyacinth. If you reach out to touch it, you discover that the flower was not a flower at all, but a design made up of hundreds of tiny insects called fatted bugs. They escape the eyes of hungry birds by living and dying in the shape of a flower. Après le milieu des années 1960, Alfred Hitchcock réalise encore 4 longs métrages. 2 films à suspense sur fond de guerre froide avec Le rideau déchiré et L'étau, puis Frenzy, évoquant un de ses premiers succès, Les cheveux d'or.